effet, le big data change complètement la relation aux citoyens, et ce, pas seulement dans ses aspects communication avec le citoyen. Alors, on peut s'interroger aujourd'hui, puisque nos régions, la France, l'Europe, ne disposent essentiellement pas d'acteurs sur la donnée, et que nous sommes dans une dépendance extrêmement forte et croissante vis-à-vis des services que nous fournissent les entreprises américaines. Alors, pourquoi cette révolution a-t-elle lieu? Pourquoi est-elle si profonde? Je croise encore des gens dont le sentiment est que ce n'est qu'un passage et que les choses vont se rétablir. Alors, je voudrais essayer de vous donner quelques éléments pour comprendre à quel point cette révolution est une révolution fondamentale que certains comparent aux grandes étapes de notre développement, comme la sédentarisation ou l'introduction de l'écriture. On parle aujourd'hui beaucoup du big data. C'est un mot qui n'existait pas essentiellement avant, ou une expression qui n'existait pas avant 2011, qui aura disparu aussi vite qu'elle est apparue. Si vous regardez un petit peu en arrière, vous allez vous souvenir de tout un tas de mots, technologie de l'information ou d'autres, qui apparaissent et disparaissent au gré de l'actualité et des nouveaux concepts qui font irruption. Alors si on parle du big data, aujourd'hui, c'est parce que la société a réalisé, et vous l'avez rappelé, la quantité de données dont on dispose aujourd'hui est majoritairement des données qui ont été générées il y a très peu de temps. Vous disiez 90% dans les 2 dernières années. Ceci montre qu'il y a une croissance extrêmement forte de la quantité de données. Et ces données, c'est quoi? Eh bien, c'est en particulier un reflet miroir de l'activité du monde réel ou du monde physique dans lequel nous vivons et dont l'information est générée de manière numérique par l'ensemble des capteurs dont nous disposons aujourd'hui. Toute cette information est disponible aujourd'hui dans quelque chose que je vais appeler de manière vague le nuage, et permet de travailler sur ce qui se passe dans le monde, dans le monde physique, dans lequel nous vivons, sans être nécessairement dans le monde physique. Donc le premier point, c'est ces données miroirs du monde. Le deuxième, c'est les algorithmes. Les algorithmes qui sont de plus en plus puissants et qui, petit à petit, pénètrent dans la sphère de compétences de l'homme, gagnant bataille après bataille. Moi, j'aime bien la date de 1997, qui est celle qui est l'année où Kasparov s'est fait battre par Big Blue et c'en était fini pour le jeu d'échecs de l'intelligence humaine. La machine avait battu l'homme, mais petit à petit, la machine fait des choses de plus en plus complexes et l'homme confie à la machine des choses qu'elle fait mieux que lui, et donc conduire une voiture est un autre bon exemple de ce type d'application. Et on va aller comme ça, on peut aujourd'hui épiloguer sur jusqu'où iront les algorithmes, mais on est dans une période de croissance forte de choses que les algorithmes vont faire mieux que nous. Le troisième point, et c'est les 3 points fondamentaux, c'est la connexion universelle de tout au nuage. Donc tout, c'est tous les êtres humains, mais petit à petit aussi tous les appareils, et puis au-delà, tout le cheptel aussi de notre agriculture, etc., etc., connecté au nuage, communiquant donc un flot de données qui permettent de travailler. Alors, qu'est-ce qui se passe
aujourd'hui dans cette révolution, mais il se passe beaucoup de choses dans le nuage, des choses qui, dans le monde d'autrefois, n'étaient pas possibles. L'un des plus beaux exemples de ça, c'est certainement le moteur de recherche, qui a un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant, et qui a complètement changé notre accès à la connaissance, permettant de essentiellement trouver les informations ou connaissances que l'on cherche d'une façon dont l'efficacité, depuis qu'il a été rendu accessible, largement accessible il y a une quinzaine d'années, augmente lui aussi en permanence. Les choses évoluent avec ce qu'on appelle le Web 2.0 et la capacité de non plus seulement d'accéder à l'information, mais de contribuer à créer de l'information. Et donc Wikipédia est un extraordinaire exemple. Nous sommes donc tous à la fois des gens qui accèdent à l'information, mais aussi des gens qui créent de l'information, de la connaissance. Et le monde en est profondément affecté, puisqu'on évolue vers une société qui devient beaucoup plus horizontale dans son organisation. Alors ces trois piliers que sont donc les données, les algorithmes et la connexion permettent l'émergence dans le nuage de ces services complètement nouveaux. Et ils permettent l'émergence en particulier des services d'intermédiation qui intermédient donc entre essentiellement des personnes et les services dont elles auraient besoin ou qui pourraient les intéresser. L'exemple d'Uber est particulièrement édifiant. Uber intermédie entre des passagers et des chauffeurs. Le fait extrêmement bien. Donc on parle aujourd'hui d'ubérisation. Les taxis sont la première victime pour une raison qui tenait à leur économie. Mais de très nombreux secteurs sont menacés de la même manière. La presse, plus de la moitié des titres mondiaux ont disparu dans les 10 dernières années. Je pourrais donner de très nombreux exemples. D'ailleurs, je vois peu d'industries, à part celles qui fournissent des pièces particulières pour très peu de clients, qui ne sont pas touchés par l'intermédiation. L'énergie, par exemple, puisqu'on va passer d'un système avec un producteur d'énergie et des millions de consommateurs, un producteur fiable et des millions de consommateurs, à un système avec des millions de producteurs pas fiables et des millions de consommateurs. Notre santé, de la même manière, et l'administration publique, à son tour, sera intermédiaire, et pas seulement dans sa capacité de communiquer avec les citoyens, mais dans l'ensemble de ses interactions. J'en ai mentionné certaines, et en particulier celle absolument fondamentale de la gestion de l'identité et de la fiscalité. De manière générale, ces intermédiaires font sauter les intermédiaires qui existaient autrefois, et ils vont petit à petit sauter les uns après les autres, c'est-à-dire toutes ces organisations qui, comme une maison d'édition ou une université, intermédient entre des lecteurs et des écrivains, des étudiants et des professeurs, des patients et des médecins, et etc., etc. Et donc cette horizontalisation de la société, avec potentiellement une plus grande force démocratique, est une révolution absolument majeure et pas nécessairement porteuse de démocratie. Là où on avait autrefois des fournisseurs de services et des consommateurs de services, dans ce que les économistes appellent un marché biface, on a aujourd'hui la possibilité de passer d'une face à l'autre. Et donc là, les experts, les professionnels sont remis en cause. Donc moi, je suis à même, à mes heures perdues, de faire chauffeur de taxi. Un autre aspect qu'il est important de comprendre, c'est que la taille joue un rôle déterminant pour ces industries. Plus on est gros, plus on est puissant, et la puissance dépend du nombre d'utilisateurs, de la quantité de données
dans une fonction qui est probablement quadratique et qui explique que s'il naît une centaine de sociétés sur un domaine particulier, il n'y en aura qu'une qui réussira et qui prendra tout le marché. Et donc, il y a toujours, dans absolument tous les secteurs d'activité, un leader qui, à un certain moment, va prendre le dessus sur les autres et devenir un acteur mondial, globalisé, gérant tout le secteur. C'est le cas de Google, c'est le cas de Facebook, c'est le cas d'un certain nombre de ces industries. Aujourd'hui, dans les 5 premières capitalisations mondiales, il y a 3 opérateurs de l'intermédiation dans le nuage, donc Apple, Microsoft et Google. Ceci étant dit, ça pose une vraie question pour la gouvernance, les administrations publiques, parce que la gouvernance est une intermédiation avec une relation aux citoyens, et que clairement les outils de gouvernance, à une certaine échéance, auront intégré le nuage. Les questions qui sont compliquées globalement au niveau mondial, c'est que ces plateformes sont fortement disruptives, qu'elles vont conduire à beaucoup de pertes d'emplois. Donc on va voir une série de conflits, mais celui qui gagnera sera la plateforme, pas l'État, et avec un aménagement petit à petit des structures. Les plateformes aujourd'hui se développent dans un espèce de no man's land juridique qui leur permet de croître très très vite avec peu de fiscalité en plus. L'État, le bien commun, reprendra un certain contrôle petit à petit et intégrera les plateformes dans ses propres mécanismes. Alors l'administration publique aujourd'hui est une force d'une certaine manière parce qu'elle dispose de pools de données très importants, mais elle est dans une assez forte incapacité de mettre en œuvre les moyens qui permettraient d'interagir avec ses citoyens et d'exploiter ces données dans une interaction avec ses citoyens, ce qui veut dire toute interaction numérique suscite un retour de données du citoyen vers la plateforme. Alors l'administration publique ne dispose ni des compétences, ni de la compréhension pour ce faire, et donc il y a là un vrai sujet d'inquiétude, et tout particulièrement pour l'Europe. Petit à petit, avec les opérateurs du numérique, ceux-ci, et en particulier les très gros opérateurs du numérique, finissent par avoir plus de données sur le territoire que n'en a l'État lui-même. Or, qui a les données a le pouvoir. Donc on voit automatiquement s'opérer, par la force des choses, s'opérera un déplacement de pouvoir de l'État vers les grandes plateformes, où l'État deviendra lui-même une grande plateforme, ce qui adviendra un jour.